DevCast avec Samantha Lille. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le DevCast, le podcast du ministère des Armées. Une discussion à bâton rompu pour vous faire rencontrer une personnalité de la sphère défense et découvrir la richesse de son parcours. C'est pas une passion que je pose en même temps que ma veste de treillis. Aujourd'hui, nous sommes à Haguenau, dans le Bas-Rhin, et nous allons discuter avec l'adjudant-chef Alexandre du 28e groupe géographique. Bonjour. Bonjour Samantha. Vous êtes sous-officier expert géographe, alors j'ai tout de suite une première question, plutôt carte papier ou carte numérique ? Alors là, c'est la grande question. Mon cœur est toujours sur les cartes papier, mais bien sûr, on part de plus en plus sur des cartes numériques, notamment dans tout ce qui est représentation en 3 dimensions de notre environnement. Avant de poursuivre, je vais déjà vous demander de nous présenter votre unité, une unité qui est unique au sein de l'armée de terre. C'est ça, on est une unité un petit peu atypique. On est environ 350 personnels et on est là pour faire un appui géographique aux forces et une aide à la décision pour nos chefs. On va évidemment revenir sur votre fonction, mais comme d'habitude, remontons le fil. À quel moment vous vous êtes dit l'uniforme, pourquoi pas ? Alors, j'étais pas vraiment fixé sur l'uniforme, mais c'est surtout que j'avais envie de sortir du cadre un petit peu habituel, un petit peu normé. Et je me disais que l'armée, justement, c'était vraiment quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire. J'avais aussi un petit peu envie d'aventure, de voyage. Donc, je me suis fixé dès le lycée, je pense, dès la seconde, première. Je me suis dit, j'ai envie de sortir du cadre habituel, donc je vais vraiment m'engager sur cette voie. Et justement, est-ce que la géographie était déjà une passion, un domaine de prédilection ou pas forcément ? Non, pas du tout. Je vous avoue que je connaissais pas le groupe géographique quand je me suis engagé en 2004 et j'ai découvert ça une fois arrivé en école à Saint-Mexan. Au bout de mes 8 mois de formation, on nous a présenté le groupe géographique. J'étais vraiment séduit par cette spécialité, par ces possibilités de mission et c'est à partir de là où j'ai choisi le groupe géographique. Mais je m'étais engagé dans la première phase, dans l'artillerie. Changement de cap un peu radical quand même. Ou pas forcément ? Pas vraiment, on a quand même des grandes traditions. Les géographes, on a des traditions d'artillerie. On est issu d'un régiment d'artillerie. On a hérité des traditions du 28e régiment d'artillerie. C'est un peu notre cadre de naissance, en fait, l'artillerie. Vous allez débuter en tant que chef d'équipe cartographe. En quoi cela consiste exactement dans le monde militaire ? Alors, chef d'équipe cartographe, c'est gérer une petite équipe. Au niveau de la cartographie, on est toujours une petite équipe. Donc, c'était 2 à 3 personnels pour la mise en œuvre, l'élaboration d'une carte. Alors, comment on fait une carte, tout bêtement ? Alors, il y a plusieurs technologies. Quand je suis arrivé, on partait encore d'anciennes cartes pour redessiner tout ce qu'on voyait sur la carte et mettre à jour grâce aux équipes topo. Et maintenant, de plus en plus, on travaille avec les nouvelles technologies, donc bien sûr de l'imagerie satellitaire, mais aussi de plus en plus, et c'est mon cœur de métier maintenant, les drones. Évidemment, j'imagine qu'au cours de votre carrière, et dès le début, vous êtes parti en opération. Oui, j'ai eu la chance de partir assez rapidement en opération. Donc dès les 6 premiers mois après ma formation au régiment, j'ai pu partir en Afrique sur ma première mission. Et après, j'ai eu de la chance où j'ai beaucoup enchaîné les petites missions assez rapidement. Pourquoi a-t-on besoin de vous en opération ? On a parfois l'impression, et notamment à cause de malheureusement notre grand ami ennemi Google Maps, que tout le monde est entièrement cartographié. Alors c'est vrai sur les zones les plus peuplées, dans lesquelles on a le plus l'habitude de vivre, mais en fait dans les zones un petit peu atypiques, comme l'Afrique, comme certains pays du Moyen-Orient, l'information géographique est très pauvre. Et notre régiment, justement, sa force, c'est de venir compléter cette information, également d'assurer la fiabilité des données qu'on peut trouver sur ces cartes. Et pourquoi c'est si important d'avoir des données fiables ? La question est peut-être bête, mais... Il faut savoir où se positionner clairement, savoir clairement identifier dans quel environnement on évolue et bien identifier les zones dans lesquelles on va évoluer et qu'on va parfois cibler. Est-ce qu'il y a justement eu des missions où des unités sont venues vous voir, vous ou vos camarades, pour vous dire merci, vos données ont changé la donne, ont permis de faire aboutir l'opération ? Alors, le grand malheur de notre régiment, c'est que parfois on est peu connu. Et pourtant, on essaie d'être sur tous les théâtres d'opération. C'est pour ça que vous êtes là, pour vous faire connaître, justement. C'est ça, bien sûr. Et dès qu'une entité découvre notre présence et voit ce qu'on peut lui porter, elles sont la plupart du temps toujours ravies. Et c'est vraiment notre métier de fournir cet appui. Malheureusement, peu d'unités le savent. Mais heureusement, de plus en plus, on est amené à être connu. Je sais qu'au cours de votre carrière, vous avez été déployé en Guyane et je crois que c'est une mission qui vous a un peu marqué. Alors, c'est une mission, bien sûr, qui m'a marqué. J'ai pu être déployé 2 fois, mais notamment, c'était une petite mission bien particulière. On était déployé dans le cadre de l'opération Harpie. Dans ce cadre-là, j'ai une équipe de chez moi qui est venue en renfort pour caler des images satellites. La mission était assez sympathique. C'était partir au fin fond de la Guyane, dans des zones interdites aux civils. Et donc, c'était peindre ça semble un peu simple comme ça, c'était peindre des grands carrés blancs de 5 mètres par 5 mètres, visibles par certains satellites, notamment à l'époque, c'était le satellite Spot 5, qui avait une résolution assez basse par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc, on peignait des grands carrés blancs de 5 mètres par 5 sur les Inselberg. C'est des rochers
sans végétation, et c'est des points assez rares dans la forêt guyanaise. Et en mesurant, et donc nous, avec nos appareils spécifiques, nos appareils GNSS, on mesurait les coordonnées précises de ce carré blanc pour permettre aux ingénieurs de recaler les images satellites de Spot 5. Et dans ce cadre-là, on a pu passer quelques nuits dans des petits villages amérindiens. Donc c'est ça que je cherchais dans notre métier, c'est ça que j'ai trouvé là-bas, justement, c'est ce dépaysement. On était perdus au fin fond de la forêt guyanaise, donc sur un territoire français, mais avec des Amérindiens qui ont un mode de vie totalement différent du nôtre. Et là, on était vraiment dépaysés. Donc c'était vraiment une belle expérience de rencontre. Je me permets de réagir et rebondir. Vous avez parlé de GNSS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme parce qu'on ne le connaît pas forcément ? Alors le GNSS, c'est la technologie qui va nous permettre de nous positionner sur Terre. Et le plus connu des services GNSS, c'est le GPS que vous utilisez tous les jours. En fait, il y a une multitude de services. Donc le GPS, c'est vraiment un service américain. On a un service un peu plus européen qui nous tient plus à cœur, le service Galileo, qui nous permet également de nous positionner. Et en fait, l'ensemble de ces signaux que l'on reçoit, c'est des signaux GNSS. Alors aujourd'hui, l'intitulé exact de votre poste, c'est conseiller sécurité des vols et traitant système d'armes. Alors à l'oreille, on ne fait pas forcément le lien avec la géographie. Vous pouvez nous dire ce qui se cache derrière cette fonction ? Alors pour système d'armes, ce qu'on entend par système d'armes, c'est pas forcément quelque chose lié à une arme à feu, à un canon et ainsi de suite. Pour nous, notre système d'armes, c'est des chaînes de production et d'acquisition de données géographiques qui ont été mises en place au sein du régiment. Donc mon travail au 28, justement actuellement, c'est de faire le lien entre l'industriel qui nous a vendu ce système d'armes et les utilisateurs pour faire remonter les problèmes, assurer la maintenance. Et en plus de ça, nous sommes aussi dans l'expérimentation des nouveaux matériels qui doivent arriver au régiment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Depuis que je suis arrivé à la cellule, j'ai pu voir la signature des premiers contrats, voir l'arrivée, tester, participer aux évaluations techniques opérationnelles de notre nouveau système, le système léger de topographie, qui s'apparente à une sorte de Google Car qu'on peut adapter sur l'ensemble de nos véhicules blindés. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous détailler un petit peu ça, comment ça fonctionne ? Donc c'est une sorte de capteur qu'on va installer sur le toit de notre véhicule et qui va nous permettre de faire, et c'est important pour nous, de l'acquisition de données géographiques en mouvement et sous protection. On va être capable de modéliser en 3 dimensions à environ 100 mètres autour de notre véhicule tout notre environnement pour le retranscrire dans un nuage de points. Et bien sûr, étant donné que c'est un produit issu de la filière géographie militaire, ce sont des produits précis et très résolus et actualisés. Et je sais aussi que vous travaillez beaucoup avec les drones. Vous aussi, comme beaucoup de personnes au sein du ministère. En effet, les drones ont pris une ampleur considérable dans les armées et on en trouve également qui sont spécialisés pour la cartographie, pour la géographie. Donc depuis 2019, on a expérimenté, on a trouvé un produit qui nous correspondait parfaitement. C'est la gamme des ZBX et notamment on leur donnait un petit surnom un peu plus adapté à l'armée, le Rapace 3D. Ça fait tout de suite plus guerrier. Oui, bien sûr. En fait, c'est surtout son comportement dans le ciel où quand on le voit voler, il ressemble à un rapace. Et du coup, on l'utilise maintenant et c'est devenu vraiment un outil aux mains de tous les géographes depuis quelques années. Et je sais aussi que certains de vos drones vont sur l'eau, voire sous l'eau peut-être. Également, en fait, on essaie de combler tout le panel de la 3 dimensions. Donc on est parti sur la version aérienne avec le Rapace 3D, on a la version terrestre avec le système léger de topographie, et bien sûr, il nous manquait un domaine, c'est le domaine subaquatique qu'on vient combler avec notre Batidrone, qui nous permet d'avoir des données sur ce qu'on retrouve en dessous de l'eau, notamment pour les zones de franchissement, pour le génie ou le transport. C'est une information assez utile et qu'on est capable de fournir maintenant. Et je sais que peut-être ça va être utilisé dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques 2024. En effet, on est vraiment en appui opérationnel pour la préparation et surtout la sécurisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On va pouvoir cartographier de manière précise la scène le long de la cérémonie. Et pourquoi c'est important d'avoir ce genre de cartographie justement pour un événement comme celui-ci ? En cartographiant précisément le fond de la scène, justement, on va être capable d'observer s'il y a des modifications entre notre premier passage et le passage juste avant la cérémonie et déceler de potentiels éléments dangereux pour l'organisation de cette cérémonie. Alors je comprends donc que les nouvelles technologies transforment aussi votre métier profondément. Qu'est-ce qui change en fait ? Est-ce que c'est un gain de temps, un gain de précision ? Alors en fait, on a un métier qui a toujours été très précis. Et c'est ça aussi que j'aime dans mon métier, c'est qu'on a toujours ce mélange entre techniques traditionnelles, plus anciennes, qu'on continue d'appliquer, qui seront toujours appliquées dans les années à venir, mais on a des nouveaux outils qui nous permettent, dans certaines situations, quand les contraintes climatiques nous le permettent, de mettre en œuvre des capteurs qui nous permettent d'acquérir de la donnée beaucoup plus rapidement, et parfois sous protection, chose qu'on ne pouvait pas forcément faire avant. Alors la France compte parmi les rares pays à disposer d'une chaîne complète de l'acquisition d'informations depuis l'espace ou sur le terrain à la production de données géographiques. Est-ce que l'on peut dire que d'une certaine manière, la géographie militaire garantit la liberté d'action et la supériorité opérationnelle des armées françaises ? Clairement, je pense même qu'on n'est pas l'un des rares pays, mais on est l'un des seuls pays à disposer d'une chaîne aussi complète, aussi performante sur la géographie militaire. Je vous ai écouté parler de la 3 dimensions. En quoi c'est un apport d'avoir cette possibilité de cartographier l'espace en 3D ?
En fait, ça va nous donner une vision sûrement plus simple, plus réaliste de l'environnement dans lequel on va se trouver. Donc certains ont encore du mal à décrypter, à lire nos cartes, mais en fait, sur cet environnement 3D, on est sur une vision proche de la réalité. On appelle certains de nos produits des jumeaux numériques, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'interpréter ce que vous lisez, il n'y a pas besoin de se référer à une légende. Ce que vous voyez dans nos produits 3D, c'est ce que vous retrouverez exactement sur le terrain. Donc si j'essaye de mettre à la place d'unités militaires, ça permet peut-être aussi de préparer des missions, des interventions, des assauts. Tout à fait. En fait, c'est des modèles qu'on peut intégrer dans des simulations, comme un petit peu des jeux vidéo en 3 dimensions. Donc ça nous donne une vision très proche de la réalité, d'où le terme que j'emploie de jumeaux numériques. Est-ce qu'il y a des unités qui vous sollicitent plus que d'autres ? Alors de plus en plus, en fait, on a réalisé ces missions de modélisation 3D sur les camps d'entraînement, et de plus en plus d'unités sont au courant de ce qu'on a produit et viennent nous voir pour récupérer ces données avant de se rendre justement sur ces camps de manœuvre. Et avec qui vous travaillez ? Vous nous avez parlé d'unités sur le terrain. Est-ce que vous travaillez aussi avec les états-majors, des directions et services ? Alors bien sûr, c'est une des facettes de notre métier. C'est apporter une cartographie simple qui va mettre en évidence rapidement les points importants pour aider nos chefs à prendre la meilleure décision. Donc on va pouvoir, sur un fond cartographique neutre, rajouter des informations utiles à cette prise de décision. Cela fait à peu près, je crois, 20 ans que vous évoluez dans ce domaine. Est-ce que vous avez été surpris justement par les changements, la transformation de votre métier ? Alors oui, c'est ça, j'ai 20 ans de service, donc j'ai 19 ans ou 28. Et en effet, j'ai vu des grandes évolutions depuis mon engagement. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette spécialité qui est assez ancienne, au final, la géographie militaire, on a souvent été à la pointe de la technologie. Donc par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, on avait développé des nouvelles techniques pour repérer les pièces d'artillerie avec des sections de repérage par le son qui permettaient d'identifier de manière assez précise pour l'époque, donc on était à une 50aine de mètres près, les positions des pièces d'artillerie adverses. Après, on a aussi eu l'avènement de la reconnaissance aérienne qui nous permettait de cartographier les fortifications ennemies de manière la plus précise possible. Vous voyez où dans 10 ans ? Pour l'instant, mon cœur est toujours à la géographie, donc je ne me vois pas franchement dans un autre régiment. Donc j'ai vraiment vocation à rester dans mon cœur de métier, dans ma passion, dans la géographie militaire, au sein du régiment. Alors, loin de moi l'envie de vous faire partir, mais il n'y a pas justement de lassitude, non ? Non, je pense que quand c'est une passion comme je l'ai, non, il n'y a pas encore de lassitude. Et je pense que le jour où j'aurai cette lassitude, justement, ça sera peut-être le temps de partir, de voir de nouveaux horizons. Mais je m'éclate encore dans mon métier, donc j'en profite. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter, justement, pour la suite ? Des nouveaux capteurs à découvrir, et non de continuer sur cette voie. Si justement vous deviez inventer, imaginer un capteur du futur, ce serait lequel ? Alors notre grosse problématique, vraiment, ça serait de se positionner sans GNSS. C'est un peu une technologie dans laquelle on est fortement lié. On a quelques technologies qui nous permettent de nous astreindre un petit peu du GNSS pendant quelques temps, mais on n'a pas vraiment de grosses solutions. Moi, mon rêve, ça serait de pouvoir positionner en temps réel et en permanence chaque soldat sans GNSS. On lance un appel aux innovateurs du ministère ou hors ministère. Petite question complètement entre nous, est-ce que vous êtes incollable à jeux géographiques ? Est-ce que les capitales du monde, par exemple, vous les connaissez toutes ? Alors, honte sur moi, non, pas du tout. C'est pas l'une de mes qualités, la mémoire. Et donc non, c'est pas ma spécialité. Alors c'est un métier qui vous habite véritablement, on l'a compris, vous en parlez avec beaucoup de passion. Est-ce que vous arrivez à décrocher où cette passion, elle vous suit même en dehors de l'unité ? Non, ça me suit partout. Donc, si vous venez chez moi, vous trouverez des cartes. Je suis assez attaché à la tradition de la géographie militaire, donc j'ai beaucoup d'éléments anciens sur la géographie. Donc, non, c'est pas une passion que je pose en même temps que ma veste de treillis. Ah, on a très envie de savoir. Vous parlez d'éléments anciens de la géographie. Quelle petite pépite vous avez chez vous ? Dernièrement, on a changé notre insigne de béret pour avoir un insigne un petit peu plus en lien avec notre spécialité de géographe. Et en fait, on était parti d'un insigne que j'avais pu acheter sur un site de vente aux enchères sur Internet du service géographique des armées qui a été dissous juste avant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous ? Oui, c'était agréable, oui, merci. Et avant de conclure, j'ai une grande pensée pour Stéphane, qui est le réalisateur de ce podcast et qui est un passionné de cartes. Et je pense qu'il va se régaler en vous écoutant. J'espère. Je donne rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain pour un nouveau numéro. N'hésitez pas à réagir sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt et merci pour tout. Merci, bonne journée.